Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Normalement, vous m'entendez. Bonjour à tous et bienvenue. Impeccable, parfait. Alors, bienvenue à tous. On va commencer par ce webinaire en vous présentant 3 solutions complémentaires, autonomes et opérationnelles pour réussir votre transition vers des services numériques bas carbone. Mais avant de vous passer la main aux 3 interlocuteurs d'aujourd'hui, une petite introduction. Alors, donc si le numérique... Alors attendez, il faut que je passe la slide d'après, excusez-moi. C'est normal. Donc urgence climatique et numérique. Donc si le numérique peut être un levier à la transition environnementale en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous allons voir qu'il fait aussi partie du problème puisqu'il faut prendre en compte son impact environnemental. On parle alors de numérique responsable ou de sobriété numérique. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Donc le numérique représente déjà 4% actuellement des gaz à effet de serre, soit plus que le transport aérien, et il est toujours en forte croissance. En 2020, il correspondait aux émissions d'un pays comme l'Inde, et en 2025, il atteindra le niveau du trafic routier. Donc bien comprendre les sources d'impact. Quand on vient de l'IT, on pense souvent aux data centers en impact principaux. Néanmoins, une partie importante de l'impact du numérique provient de l'usage, 55%. Et une part des émissions de gaz à effet de serre cachées proviennent également de la partie production ou fabrication. Si on prend l'exemple d'un ordinateur de 2 kg, voici tout ce qu'il se cache derrière. Donc, c'est ce que l'on appelle la face cachée du numérique. Il faut donc 800 kg de ressources et plusieurs milliers de litres d'eau pour fabriquer un ordinateur de 2 kg. Cela démontre bien la pression sur la ressource qu'occasionne le numérique et que chaque renouvellement impacte un peu plus notre planète. Alors, pourquoi agir dès maintenant ? Alors, tout d'abord, pour renforcer le numérique dans la transition environnementale des entreprises. Le numérique est un levier incroyable pour la transition environnementale. Il faut donc le renforcer, et ce, d'une manière responsable, en le mettant sous contrôle. Et travailler l'impact environnemental permet aussi de travailler également sur l'impact financier des services numériques des entreprises, baisse de la fréquence de renouvellement des matériels, augmentation de la durée de vie, économie d'électricité, mais également d'anticiper les risques, les prochaines réglementations sur le sujet du numérique, mais également des risques sur la raréfaction des ressources et probablement la hausse des prix des matières premières. Et je passe maintenant la main à Mathieu Poulard d'Aguaro. Bonjour et merci. Je vais vous présenter, alors j'espère que je vais partager mon écran, j'espère que vous le voyez bien. Donc je suis donc le cofondateur et associé sur la société Aguaro, donc qui édite la solution My IT Footprint. Et l'idée de base, c'est de dire que l'environnement ne doit pas être géré en dehors de ces outils de gestion quotidien. Donc My IT Footprint, c'est ce qui ajoute les enjeux climat en particulier à votre solution ServiceNow. Donc, ServiceNow, vous le savez, c'est utilisé par vos services numériques pour délivrer des services de qualité qui vont être consommés ensuite à travers un portail de services par des utilisateurs qui peuvent être des employés, des citoyens ou des clients. Et donc, cet add-on va outiller l'ensemble de la démarche et va permettre de délivrer des services numériques bas carbone et durables. Et la première étape, c'est de mesurer. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la démarche. Et l'objectif, c'est pas de sortir un chiffre une fois l'an, mais plutôt d'avoir un système de mesure continue qui nous permettent d'avoir des boucles de rétroaction avec les actions de réduction qu'on va mener. Donc, on va pouvoir, pour cela, exploiter des données qui sont déjà dans le ServiceNow autour de vos actifs, d'ordinateurs, de smartphones, d'imprimantes, etc., peut-être de licences. L'application My IT Footprint apporte l'ensemble des facteurs d'émission qui sont nécessaires pour réaliser cette mesure avec un périmètre qui soit complet. Pour les données qui ne sont pas dans ServiceNow, on va pouvoir orchestrer la collecte des informations complémentaires. Et puis, on va pouvoir faire une première itération avec des estimations de consommation à l'année, et on peut exploiter des données de consommation réelles qui peuvent provenir d'outils tiers, comme ceux qui seront présentés par EasyVirt et GreenSpector par la suite.
Donc, c'est de pouvoir, une fois qu'on a mesuré, c'est de pouvoir piloter, agir. Donc, c'est définir sa stratégie, définir des objectifs par département ou par toute autre unité organisationnelle, et ensuite de pouvoir mettre en marche, de pouvoir se mettre en marche, d'agir, que l'ensemble de ces équipes puissent collaborer, que ce soit data center, côté d'achat, côté bureautique, etc., de manière à converger vers les objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, c'est évidemment de changer les pratiques de l'intérieur. Donc, il y a des intégrations et des processus qui sont peut-être déjà déployés chez vous sur la gestion du parc, évidemment, sur la gestion des risques fournisseurs, des risques projets, des interventions. Et puis de l'autre côté, c'est de donner les moyens aux utilisateurs de faire leur part, d'utiliser sobrement, en conscience. Donc pour ça, on va pouvoir communiquer à travers ce qui représente un formidable canal de communication, qui est déjà le portail de service, qui est déjà déployé, pour valoriser ses progrès, ses succès, de mettre en place, de pouvoir sensibiliser à travers un éco-affichage dans le catalogue de services, et puis de montrer, de pouvoir donner des informations sur l'impact des équipements, du poste de travail ou éventuellement de tous les services qu'utilise l'employé ou un citoyen ou un client. Et bien plus. Donc, on va basculer dans l'outil. L'application est certifiée par ServiceNow, c'est un add-on, et à partir du moment où vous y souscrivez, eh bien, vous allez avoir de nouvelles fonctionnalités dans votre outil. Donc là, je suis côté back-office, ce qui est utilisé par les équipes informatiques. En fonction du rôle, je peux avoir accès à la gestion des incidents, à la gestion des risques fournisseurs de mes contrats, la gestion de mes actifs également. Donc, c'est là où, effectivement, on va pouvoir avoir une partie de l'inventaire du parc, mais également des informations sur ses licences. Donc, sur l'inventaire du parc, on va retrouver les imprimantes, les ordinateurs, etc. Et donc, j'ai un accès à My IT Footprint, où je vais retrouver les fonctionnalités qu'on a vues précédemment, à savoir la partie collecte, l'analyse de mes données d'empreinte, la définition de sa stratégie, etc. Et ce qu'apporte en fait My IT Footprint en termes de données, c'est un ensemble de facteurs d'émission, tout ce qui est pertinent au regard d'une mesure complète. Donc, ça peut être des mix électriques, ça peut être des informations sur le frais de transport, ça peut être sur des facteurs d'émission, sur des catégories standards d'imprimantes, d'ordinateurs, etc. Et puis, on a été faire également un travail important de compilation des données fabricants qui sont données par quelques-uns, comme Lenovo, HP, Dell, etc., de manière à avoir des informations plus précises. Donc, comment ça se passe? Là, j'ai ouvert une collecte où on va vous guider complètement pas à pas dans la démarche, où ici, il faut d'abord définir ses sources. Et donc, on a ces sources automatiques qui vont réconcilier automatiquement les bons facteurs d'émission avec ce qui existe déjà dans votre inventaire. Si on coche ici les facteurs fabricants, à partir du moment où j'ai le modèle, je vais pouvoir directement l'appliquer. Donc ça, on le fait une fois au démarrage, et après, vous pourrez rejouer l'ensemble de vos mesures, et tout ça va se faire automatiquement. Ici, on va pouvoir utiliser des données, des estimations de consommation qui sont données par les constructeurs ou génériques, et puis on va pouvoir évidemment utiliser des données de mesures réelles à travers des outils comme EasyVirt ou GreenSpector. Pour tout ce qui est complément, je vais pouvoir également orchestrer la collecte auprès de mes collecteurs, parce que bien souvent, une personne n'a pas l'ensemble des informations. Donc là, ici, pour illustrer, j'en ai rajouté quelques-unes. C'est par exemple le nombre de litres de fuel qui sont utilisés pour les générateurs de secours sur mes data centers. Et donc là, je l'ai affecté à un collecteur qui s'appelle Paul Atreides et qui va pouvoir éventuellement renseigner cette information-là depuis le portail donc de ServiceNow. Donc ça, c'est le portail de ServiceNow qui est déployé normalement au sein de votre organisation. Et parce que je suis collecteur, j'ai la possibilité de pouvoir renseigner ces informations-là à travers le portail. Je peux donc éventuellement demander de l'aide ici et puis remplir la valeur une fois que c'est fait. Et côté back-office, de pouvoir suivre évidemment l'ensemble de ces informations-là. Une fois que j'ai réalisé cette collecte, je vais pouvoir générer des données d'empreinte avec plus ou moins de granularité en fonction des centres de coûts, des business services, etc., de sorte à avoir un ensemble de reporting pour avoir un point, de pouvoir identifier mes gisements de carbone.
Donc là, je suis sur un des dashboards. On fournit un ensemble de rapports que vous pourrez évidemment ajuster en fonction de vos éléments. Alors, hop, je vais prendre, pardon, celle-ci parce que voilà. Donc, je peux donc communiquer sur l'ensemble des gaz à effet de serre. Je peux avoir des équivalences parce que tout le monde ne parle pas la tonne de CO2. Et puis, je pourrais avoir une vision de mon empreinte, comment elle évolue dans le temps. Et puis, en fonction des objectifs de réduction que je me suis fixé, la trajectoire en fait que ça doit prendre sur les prochaines années. Et je peux valoriser éventuellement des actions de réduction qui sont déjà en place au sein de mon organisation. Je peux avoir plus d'informations sur l'empreinte carbone, par exemple, avec des ratios sur l'intensité carbone par société, sur la répartition selon le périmètre, avec un aperçu par fabricant, etc. Et je peux évidemment filtrer ici et peut-être faire des focus sur ce qui m'intéresse le plus et diagnostiquer de la même manière. Quand on veut réduire son empreinte carbone, il faut évidemment avoir plus d'informations sur l'énergie que l'on consomme, de sorte à la réduire. Et donc là, je vais pouvoir avoir une visibilité sur ma consommation d'énergie par catégorie de modèle, par pays, centre de coût, etc. Et puis ici, on a voulu illustrer une donnée de consommation réelle qui serait remontée par ah oui, ok, je viens d'avoir Firefox qui vient de crasher, c'est parfait. Alors, je vais essayer de le relancer pour voir. Voilà, donc normalement, il devrait récupérer. D'accord. Bon, alors, voilà, je vais reprendre le cours de la démonstration. Je suis navré, c'est assez peu fréquent. Faire des scénarios. Voilà. Ouais, je suis désolé pour l'attente, mais on va reprendre la démonstration où on s'est arrêté. Voilà. Donc j'étais sur l'énergie et je voulais vous montrer le lien en fait avec EasyVert. Ici, donc on a une représentation de ces différents data centers. Ici, j'en ai 3 pour l'illustration. Et je peux avoir un peu plus d'informations sur le data center New York, les applications, une vue par application, et éventuellement derrière les serveurs qui viennent soutenir cette application. Quand on veut réduire son empreinte, on peut également, et c'est important, c'est un des leviers forts en fait de réduction d'empreinte, c'est avoir plus d'informations sur les durées de vie de son matériel, de son parc. Et donc là, je vais avoir tout un tas d'informations par catégorie de modèle, par société, de manière à là aussi identifier au mieux les actions que je vais pouvoir mettre en place. Une chose importante également, c'est de regarder ces applicatifs pour qu'elles soient éco-conçues, qu'elles consomment le moins d'énergie possible. Et donc là ici, on rend compte d'un certain nombre de mes applications qui sont délivrées par mes services. Je peux avoir des comparaisons justement de ces applications avec un éco-score et le trafic sur chacune de ces applications. Et puis là ici, j'ai une note globale sur l'éco-performance de mon application, qui est répartie en 3 sous-notes. Une note sur l'éco-design, une note sur la consommation côté terminaux utilisateurs. Donc là, c'est une information justement qui peut provenir de GreenSpector. Où en fait tout à chacun pourra lancer en fait un app scan directement depuis ServiceNow. Et puis sans oublier toute la partie infra justement côté serveur pour avoir également une visibilité sur la consommation côté infrastructure serveur.
Une fois qu'on a tout ça, on est capable de mettre en place la stratégie, comme j'ai dit tout à l'heure. On a un catalogue d'actions que l'on fournit et dans lequel on peut venir prendre tel ou tel exemple d'action qu'on va pouvoir ensuite dispatcher dans mon organisation, différentes équipes, donc celles au côté imprimante, hardware, etc. Donc là, je suis rebasculé en anglais hein, avec le petit souci technique que j'ai, mais normalement, on est en français. Et puis, je peux mettre en place l'ensemble je peux suivre en fait mon plan d'action à travers ce dashboard avec les actions qui ne sont pas attribuées, celles qui sont expirées, etc. On peut avoir une visibilité également sur les actions en fonction de leur typologie. Est-ce que je suis plutôt sur les achats responsables ici? Est-ce que je suis sur une extension des durées de vie pour voir quelles sont les actions qui auront le plus d'impact? Je vais rebasculer côté portail. Comme on l'a dit, c'est de pouvoir communiquer et de sensibiliser. Et donc ici, comme on l'a dit, c'est peut-être d'afficher un écho, d'avoir un éco-affichage à travers le catalogue de services. Donc vous le savez, hein, c'est l'ensemble, c'est une vitrine des services qui sont offerts par la DSI. Donc ça peut être différents services pour ouvrir un compte de messagerie, mais ça peut être également pour demander un nouveau matériel. Et ici, dans un cas comme dans l'autre, c'est de pouvoir afficher des informations sur l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone associée à ce matériel, éventuellement qui peut fluctuer en fonction des options en fait, que l'on choisit ici. Chose intéressante, c'est qu'on peut également proposer des articles qui sont moins carbonés, ou en tout cas qui ont des indices de réparation plus importants, comme le Fairphone 3 ici, et puis de valoriser des articles de base de connaissances pour aider l'utilisateur justement à faire sa part. Ici, comment augmenter la durée de vie de sa batterie. Comme on l'a dit, ce qui peut être intéressant, c'est de rendre compte justement de l'impact de ces services. Ici, j'ai la possibilité de voir que parce que j'ai un MacBook Pro et un iMac, je peux voir l'empreinte en fait associée à ce matériel, et j'ai ici un indicateur pour me situer dans l'organisation. Et enfin, c'est important pour tous ceux qui portent la démarche de communiquer sur la démarche à travers ici une page qui est juste un exemple qui est fourni, que vous pouvez évidemment ajuster, personnaliser, contextualiser, travailler avec vos équipes de communication pour valoriser peut-être les actions justement qui sont déjà réalisées avec succès, les actions qui sont en cours, pour communiquer sur vos stratégies bas carbone ou éventuellement d'autres typologies d'impact. Voilà, j'ai été un petit peu plus long que prévu. Je vais laisser la main désormais à Martin pour prendre la suite. Et voilà, je vais couper mon micro. Martin, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, merci pour tout, c'était très intéressant et je vais compléter. Je vais partager également mon écran. En tout cas, bonjour à tous, Martin Dargent, donc je suis cofondateur de la société EasyVirt. Hop. Donc il faut que tu arrêtes le partage de ton côté, Mathieu, pour que je puisse moi de mon côté partager. Hop. Ok, donc je vais vous partager mon écran. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Je suppose que oui, normalement. Donc, grand écran. Il y a un peu de latence. Donc, DCScope, je vais vous présenter donc nous, EasyVirt, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une société qui a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on essaie de travailler sur l'efficience et sur on va l'appeler le Green IT, lié autour des serveurs. On a une grosse spécialisation sur la partie Green IT, le cloud computing et tout ce qui est virtualisation, serveur physique et virtuel. Avant de me lancer directement là-dessus, ce qui est très important, c'est de comprendre vraiment l'impact et toute la chaîne d'impact de la consommation électrique des serveurs. Ce qui intéresse, j'aime beaucoup ce slide-là parce qu'il résume bien tous les leviers sur lesquels on peut jouer et aussi toutes les déperditions qu'il y a, toute la chaîne de production informatique. Qu'est-ce qu'il dit ce slide? Il dit que pour 100 watts d'énergie qui vont être nécessaires à l'informatique, il y a moins d'un watt qui est réellement utile pour du service Martin, informatique. tu partages pas ton écran. On voit. Martin, c'est tu ne bizarre. partages pas ton Normalement, écran. il marque que je suis en train de partager. C'est pas le bon écran.
c'est bizarre. C'est ce qu'il me dit. C'est étonnant ça. Je repartage. On va revoir. Merci Thierry. Tac. Je prends l'écran total. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez mon slide avec l'effet cascade? Thierry, si tu peux me confirmer. C'est bon ou pas? Oui, non? Bon, bah, je continue si c'est. Donc, ouais, ce que je disais, c'est que pour l'effet cascade, ce qui est intéressant, c'est que ce slide-là est très intéressant, c'est que pour 100 watts d'énergie qui vont être fabriqués pour servir à de l'informatique, il y a moins d'un watt qui est vraiment utile pour l'informatique. Et cette déperdition, elle se fait sur toute la chaîne. Il y a d'abord les fournisseurs d'énergie. Quand on transporte l'énergie, il y a de la déperdition, la fabrication de l'énergie, il y a pas mal de déperdition. Après, il y a le data center. On sait qu'il y a de la climatisation, il y a de l'éclairage, il y a de l'onduleur. Souvent, on s'est focalisé sur cette partie-là, mais c'est qu'une partie en fait, du problème. Encore en amont de ça, il y a le matériel. Le matériel n'est pas 100% efficace. Il y a des ventilateurs, il y a de l'alimentation. Après, c'est là-dessus surtout que nous, on va se focaliser, c'est la sous-utilisation des serveurs. Vous voyez ici, il y a une grosse déperdition parce qu'on sait très bien, la virtualisation, c'est très bien. Mais nous, on le constate, il y a beaucoup, beaucoup de pertes à ce niveau-là. Et encore en amont, il y a tout l'usage et l'éco-conception logicielle. Et c'est là-dessus que va travailler Green Spectre. Et on voit toute la complémentarité. Et ce qu'on dit à tous nos clients, si vous voulez bien agir, il faut agir sur toute la chaîne et surtout en début de chaîne. Si vous développez mieux, si vous développez mieux, vous mettrez plus de machines virtuelles sur des serveurs physiques, vous aurez moins de serveurs physiques, donc vous aurez moins de data center et vous aurez moins besoin de produire d'énergie. Vous voyez, c'est hyper vertueux sur toute la chaîne. Donc DCScope, nous on fait beaucoup de choses en fait. L'outil, il va identifier tout ce qui est utile et pas utile sur les serveurs, les mesurer, les optimiser. Et tout cet outillage va permettre de parler de sobriété numérique et d'optimiser, d'avoir de l'alerting, de l'optimisation. Mais je reviendrai dessus sur la démonstration. Ce qu'on fait, c'est qu'on est capable, nous, de mesurer réellement, ça c'est important, et ça, Mathieu en a parlé, ce qui est important, c'est la mesure dans le temps. C'est pas juste de l'estimation, c'est être capable de mesurer dans le temps ce qu'on fait, ce qu'on impacte réellement sur l'environnement. Donc nous, on est capable de remonter automatiquement la consommation réelle des serveurs physiques sans agent, des serveurs physiques, et calculer un coût électrique à la VM. Ça, c'est important d'être capable d'avoir un coût électrique à la VM. Ça permet également, par exemple, pour Pôle emploi actuellement, Pôle emploi utilise notre solution pour afficher les coûts environnementaux de leurs services informatiques. Je suis capable d'afficher les coûts environnementaux de mes services informatiques. Ça sert à quoi? Je prends conscience, je sais où j'en suis, je sais focaliser sur quelles sont les applis qui consomment le plus. Et derrière, je vais travailler sur l'éco-conception logicielle. Je suis capable d'avoir l'impact CO2, à la fois en énergie directe et énergie grise. Donc l'énergie directe, ma consommation réelle. Mais l'énergie grise, c'est aussi le coût de fabrication, de transport et de recyclage de mon matériel. Bien évidemment, j'ai des recommandations et de l'optimisation derrière et des tableaux de bord, des API qui vont permettre aussi de se connecter avec d'autres outils. La force de l'outil, c'est que c'est très simple à installer. Je reviendrai dessus. Si vous voulez la tester, nous, on a un outil qui est autonome, donc vous pouvez le mettre sur votre c'est sans risque, c'est en lecture seule. Ça s'installe en un quart d'heure depuis notre site. Et au bout de 2 jours, on a déjà des éléments de mesure réelle et de communication et d'optimisation. Pour ceux qui veulent valoriser ça auprès de leur direction, on a mis sur notre site un calculateur de retour sur investissement qui permet, avec quelques indicateurs, combien j'ai de machines physiques, combien j'ai de machines virtuelles, de calculer en peu de temps combien ça va me rapporter, en fait, entre guillemets, de mettre en place des DCScope. Parce que quand je mets en place des DCScope, je vais éviter de racheter des serveurs physiques, je vais gagner du temps, et je vais aussi gagner, le fait de ne pas racheter de serveurs physiques, évidemment, on gagne en CO2. Je vais aller sur DCScope directement. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc là, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que c'est vrai qu'il donc là, il me reste une dizaine de minutes. Ici, donc ça, c'est DCScope. C'est ce qui apparaît au bout de 2 jours de collecte sans avoir fait aucun paramétrage. Vous voyez, c'est tout de suite opérationnel. Là, c'est le dashboard. Ici, c'est chez un client réel qui a pas loin de 2000 machines virtuelles, 1900 machines virtuelles qui tournent. Les codes couleurs ici, c'est quoi? C'est toutes mes machines virtuelles qui tournent. Et là, je suis sur un client réel. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces codes couleurs? Ils disent, ben voilà, mes machines vertes, c'est les VM qu'on considère comme bien dimensionnées.
entre l'allocation et l'usage, c'est bien dimensionné. Les machines noires, j'en ai très peu. Ces machines qui sont sous-dimensionnées, qui sont en souffrance. Ça, généralement, les outils actuels de supervision, ils alertent. On sait quand c'est en souffrance. Par contre, ce qu'on n'analyse pas, c'est tout ce qui est jaune et rouge. Jaune et rouge, c'est les VM qui sont surdimensionnés. Rouge, c'est les VM qui font quasiment rien tout le temps. Et quand on voit ça tout de suite, et c'est tout le temps ça chez tous les clients, généralement, on a 20% de VM vertes, de bien dimensionnées, et 80% de VM surdimensionnées. Et là, tout de suite, on voit le gaspillage. Et nous, derrière, par rapport à toutes ces VM qui sont rouges ou jaunes, on va préconiser des redimensionnements et des leviers d'optimisation. Vous voyez, c'est un premier levier. Après, on est sur du capacity planning. Le capacity planning, c'est quoi? C'est souvent, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a tendance à racheter des serveurs physiques alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Comme la priorité, c'est le niveau de service, on ne veut pas prendre de risques, donc on va racheter des serveurs physiques. Nous, l'outil de capacity planning, je ne vais pas vous faire la démonstration ici, il va tout de suite vous dire oui ou non, vous avez besoin de racheter ou pas, et on va pouvoir simuler des nouveaux projets, des pertes de serveurs, et par rapport à ces niveaux de risque, est-ce qu'on a réellement besoin, ou est-ce qu'on est en capacité peut-être de même d'éteindre des serveurs physiques pour optimiser de la conso. D'autres points qui sont importants, c'est l'aspect coût. Ici, là, nous, on va permettre au client de valoriser très rapidement combien lui coûte son infrastructure, ses serveurs virtuels, etc. Et ce qui est intéressant, c'est, OK, je peux refaire de la refacturation, ça, le contrôle de gestion sera intéressé. Mais si on reprend la casquette Green IT, c'est qu'on va valoriser aussi le gaspillage, le coût des VM rouges et jaunes. Et donc ça, c'est très important de savoir que finalement, une VM qui est surdimensionnée, une VM qui tourne pour rien, elle a un coût. Parce que quand je vais discuter avec mes équipes, le levier pour les redimensionner derrière est beaucoup plus fort. Ça, c'est des points qui sont très importants et qui permettent, vous voyez, toute la solution DCScope va dans ce sens d'optimiser, de piloter, etc. Si je reprends l'onglet Green IT, cet onglet Green IT permet de faire quoi? On va remonter la consommation électrique directe des serveurs physiques. Donc là, on peut fonctionner globalement ou par filtre. Donc là, je vais sur le cluster, je prends qu'un cluster. Toute l'arborescence fonctionne comme ça. Je veux analyser globalement mon infrastructure ou que par filtre ou par sous data center. Donc voilà, on n'est que sur le cluster 4. Je veux voir ma consommation électrique que de mon cluster 4. Je vois ça et j'ai mon impact global. Et ça, ce que je voyais là, on est sur la consommation réelle, on n'est pas sur l'estimation. Et sans sonde physique, c'est que des agents. Il n'y a pas d'agents, justement, c'est que et non intrusif. Donc ça permet d'avoir des indicateurs complètement précis. Après, si je reprends l'ensemble de mon cluster, de mon infrastructure, je vais analyser, et l'objectif, c'est d'avoir mon impact réel de toute mon infrastructure. Donc là, je reprends ici, je suis sur mon data center, sur mon infrastructure, je vais aller directement sur le data center. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a installé des DCScope, on a déjà, au bout de 2 jours, directement l'impact global de mes serveurs et de mon data center. Vous l'avez vu, on remonte la consommation directe des serveurs physiques. Donc, on est capable d'avoir, par rapport au facteur d'émission CO2, de savoir l'impact CO2 direct de mon énergie directe. Pour l'énergie grise, comment on fait? Nous, derrière, je ne vous l'ai pas montré, mais on remonte automatiquement le type de matériel qu'on a. Un peu comme a montré à Guaro, à MyIT Footprint. Donc derrière, par rapport à ce matériel, on a des facteurs d'émission. Vous allez me dire, c'est très bien, on a des indicateurs, ok, je peux communiquer ça à ma direction. Mais comment je vais agir? L'objectif, c'est à la fois d'avoir des indicateurs et des leviers d'amélioration. Ici, ces leviers d'amélioration, on les a vus dans DCScope, on va pouvoir supprimer des machines virtuelles, densifier, c'est-à-dire mettre plus de machines virtuelles par serveur physique, etc. Donc avoir moins de serveurs physiques. Mais on va proposer aussi d'autres leviers. Ici, dans l'onglet Green IT, par exemple, un levier tout simple. Je veux amortir mon énergie grise sur plus longtemps. Je vais conserver mes serveurs physiques plus longtemps. Donc, au lieu d'amortir l'impact d'énergie grise sur 4 ans, je vais passer sur 4, 5, 6 ans, ou même prendre des serveurs reconditionnés. Je vais également héberger mes serveurs dans des data centers dont le PUE, donc le PUE, c'est l'efficacité énergétique de mon data center, est meilleur. Là, quand je suis sur un PUE de 2, c'est-à-dire que la moitié de mon impact est lié à mon informatique et la moitié est liée hors informatique, c'est-à-dire climatisation, onduleur, etc. Donc, si je vais sur un data center où j'améliore mon propre data center et je passe à 1.5,
ben, automatiquement, je vais gagner énormément. Après, je peux également travailler sur les facteurs d'émission CO2 de mon électricité. Si mon data center, je l'alimente avec de l'énergie verte, je vais automatiquement réduire et baisser mon impact CO2. Ça, c'est des leviers plutôt moyen terme. Vous voyez, on a beaucoup de leviers et on va encore aller plus loin. On va préconiser et afficher l'efficacité énergétique de vos serveurs. On a créé ici 2 indicateurs qu'on est les seuls à avoir créés, c'est-à-dire l'ETE, c'est l'efficacité théorique de mes serveurs. Nous, actuellement, vous avez vu, on est capable de remonter leur consommation électrique, mais on est capable aussi de voir leur capacité. Un très bon TE, c'est-à-dire un petit chiffre comme ça, c'est-à-dire que c'est un serveur qui a une faible consommation électrique et en plus qui est en capacité d'absorber beaucoup de machines virtuelles, qui a une grosse capacité. Donc ici, là, je suis capable de trier par efficacité énergétique mes serveurs. Mauvais serveur, ici, et meilleur serveur. Je suis capable de comparer mon efficacité théorique avec mon efficacité réelle, le current. Ici, on est sur un cas réel, en fait. C'est un très bon serveur, mais actuellement, il est très peu utilisé. Donc, un premier levier, c'est de bien les utiliser, mes bons serveurs. Après, on va encore plus loin, c'est qu'on est capable de dire, voilà, ici, actuellement, ces 98 serveurs physiques, ce client-là, me consomme 362 000 kWh par an. Si, dans le temps, avec mon plan de renouvellement, parce que l'objectif, c'est pas de renouveler tout d'un coup, je prends l'équivalent du serveur 102, qui est mon meilleur serveur, et que je remplace mes mauvais serveurs, qui ne sont pas efficaces, finalement, je pourrais tout faire tenir sur 80 serveurs, sans perdre d'efficacité, et consommer plus que 307 000 kWh. Vous voyez, donc derrière, on va aussi sur l'optimisation, sur la préconisation et l'amélioration. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que DCScope, c'est un outil qui est clé en main, complètement opérationnel, qui s'installe sans risque et qui va fournir à la fois des indicateurs précis de mesure, mais également, pas seulement des indicateurs précis de mesure réels, mais également des leviers d'optimisation tout de suite opérationnels. Et l'outil s'adresse à la fois aux techniques, parce qu'il faut absolument que les techniques soient impliquées aussi, qu'ils soient capables de dire oui, effectivement, je peux redimensionner mes VM, oui, je peux effectivement densifier mes serveurs physiques. Mais il s'adresse aussi également aux managers, parce qu'il leur donne tous les leviers et toutes les actions et tous les plans d'optimisation aussi qui sont derrière. Voilà, je vais laisser la main maintenant et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Je vais laisser la main maintenant à Thierry pour GreenSpector, qui va pouvoir compléter. Et comme on l'a vu, c'est complémentaire de cette partie-là, c'est encore en amont, on va pouvoir travailler sur l'optimisation. Je vois pas. Bonjour à tous, donc Thierry Lebouc, je vais vous présenter la solution GreenSpector et comment piloter les impacts de vos services numériques. Donc j'ai un écran à partager, donc c'est l'écran 1, hop, voilà, autorisé, c'est parti. Je vais également éteindre ma caméra pour que vous ayez... Voilà, normalement, vous devez voir mon écran. Alors, c'est parti. Donc, GreenSpector en quelques mots. Donc, GreenSpector est un éditeur de solutions pour accompagner les démarches d'éco-responsabilité, d'éco-conception des services numériques. On est une entreprise qui existe depuis 10 ans, hein, comme EasyVert, et on accompagne une cinquantaine de clients en France essentiellement sur des sujets donc, de sobriété numérique. Les solutions et les expertises qu'on met à disposition de nos clients sont basées sur des solutions donc logicielles qui s'appellent également GreenSpector et qui permettent dans un premier temps de mesurer des consommations de ressources physiques telles l'énergie, la consommation de données, consommation de CPU, de mémoire et d'autres sujets.
À partir de ces mesures, eh bien, de pouvoir comprendre, de pouvoir analyser, de pouvoir se poser des questions sur cette mesure, hein, qui va permettre d'avoir un point de vue sur le service numérique, qu'il soit web, mobile, IoT, et bien sûr derrière de se mettre dans une logique d'amélioration continue, puisque derrière on aura effectivement les points clés de surconsommation qui vont nous permettre de savoir comment on va améliorer le service numérique. Green Spector est labellisé aujourd'hui par Solar Impulse, parmi les 1000 solutions pour changer le monde, et ce qui permet effectivement derrière en tout cas de montrer que cette solution elle est robuste et peut rendre effectivement un service à l'environnement pour le numérique. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de la solution, donc c'est une solution de mesure de consommation, qui s'adresse à tout type de service web, ouvert, fermé, interne, externe, etc., mobile ou IoT. Donc c'est très très large comme scope qui peut être géré sur la solution. La première étape, c'est la construction d'un use case. Quand on travaille sur la dynamique d'un parcours. On n'est pas effectivement juste à travailler sur l'affichage d'une page, sur un échange de données, mais on est bien sur quelque chose qui va correspondre à l'interaction que l'utilisateur va avoir avec son service numérique, avec ses contenus, son service, etc. Donc, on établit un use case qui est représentatif, on va dire, de la navigation, et donc on va pouvoir derrière fabriquer, sous la forme d'un scénario, et qu'on va pouvoir ensuite jouer sur un banc de mesure dédié. On va le voir après, c'est un banc de mesure réel sur lequel on va se rapprocher des conditions réelles de mesures qui vont permettre d'avoir une mesure qui est robuste et surtout qui est très très proche de la réalité en tant qu'utilisateur. Et puis derrière, bien, une fois ces données mesurées, collectées, bien, on va pouvoir les analyser, avoir une expertise associée donc à ces data, et on va pouvoir bien sûr faciliter la mise en action et la capacité derrière à effectivement à réduire cet impact, ces consommations brutes et ces impacts bien sûr environnementaux qui sont sous-jacents. Alors quand on rentre dans les scénarios au plus proche, donc la première partie, quand on décrit un scénario, alors on est dans une interface qui est une interface de configuration, donc c'est beaucoup de paramétrage possible, donc avec une configuration des paramètres qui vont permettre bien sûr de dire sur quel navigateur on veut travailler, sur quelles sont les conditions, on va dire, de mon test, un certain nombre de paramètres de l'environnement qui vont permettre derrière de pouvoir régler énormément de choses sur le device de l'utilisateur sur lequel on va intervenir et aussi les conditions dans lesquelles on va faire cette mesure. Donc ça, c'est la partie configuration, donc qui n'a pas de limite en fait, hein, il suffit d'avoir accès à ces paramètres de la mesure. Et puis la deuxième partie, qui est importante dans la préparation de cette mesure, c'est la construction d'un scénario pour identifier quel est le parcours que je veux jouer auprès de mes utilisateurs. Là également, on verra qu'il y a des tests standardisés dans Green Spector, mais ici, on peut concevoir le parcours fonctionnel qui nous intéresse, bien sûr, en particulier ceux où on passe souvent, ceux qui sont importants dans la navigation de mon service numérique, et on va mettre un certain nombre de points, des points de mesure en faisant un start mesure et puis un stop mesure pour pouvoir derrière identifier différents points de mesure tout au long de ma navigation. Ceci est basé sur un langage de description qui nous est propre, qui simplifie vraiment la capacité à décrire un scénario test en simplifiant l'accès pour pouvoir facilement rentrer dans la mesure et pouvoir finalement donner ce type d'interface à des utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens mais qui vont être capables de décrire un scénario avec des mots-clés très très simples. Derrière, la mesure va être lancée donc, sur ce qu'on appelle nous un Power Test Cloud. Ça veut dire que dans le cloud, on va pouvoir lancer ce scénario avec les paramètres qu'on a identifiés en amont et qui vont permettre de récupérer de la mesure. Alors de plusieurs manières.
Alors déjà, la mesure automatique qui peut être opérée donc via des chaînes d'intégration continue, par exemple, en disant je veux lancer après chaque commit, chaque build, enfin voilà, dans un process, on va dire, qui existe, sur mon serveur de pré-prod, sur mon serveur de test, sur mon serveur de dev, voilà, pourquoi pas en production, bien je vais pouvoir finalement automatiser, comme on l'a vu à travers les scénarios qu'on a créés, on va pouvoir automatiser et rendre régulier cette mesure à fréquence définie ou dans un process pour que finalement ce sujet vienne s'intégrer complètement dans un processus de fabrication ou de monitoring. Et donc on peut le faire en continu, mais aussi ponctuellement, si on souhaite lancer un test en disant voilà j'ai fabriqué un test, eh bien je vais pouvoir le lancer en mode ligne de commande via tous ces paramètres et via l'ensemble des données qui vont être intéressantes à collecter. On peut le faire également à la main, c'est-à-dire qu'on ne veut pas investir dans du test, on pense qu'effectivement on est en mode plutôt exploratoire, on est sur des sujets qui sont sur lesquels on a des dépendances mais qui ne nous appartiennent pas, sur lesquels on n'a peut-être pas de capacité à investir beaucoup sur la partie test, eh bien on peut lancer ces tests manuellement pour pouvoir effectivement faire cette étude exploratoire et pouvoir combler un sujet qui sont des services numériques externes sur lesquels on ne souhaite pas forcément investir, mais qu'on souhaite finalement intégrer aussi dans l'évaluation. Toute cette partie de mesure, elle peut se faire en phase de fabrication, forcément d'un service numérique, mais également en phase finale, en disant voilà, je m'étais fixé tels objectifs et je veux resetter finalement les indicateurs que j'obtiens en termes de consommation de ressources en bout de chaîne, en disant ben voilà, est-ce que le contrat est rempli dans mon service numérique? Est-ce que tout au long, ayant mesuré ce service, je vais pouvoir finalement le valider en recette quelque part, un peu comme on recette fonctionnellement ou une performance sur un produit livrable. Mais on peut également le faire en monitoring de production, si on souhaite vraiment s'assurer que tout est sous contrôle, puisque effectivement, vous savez qu'en production, eh bien, il peut y avoir des éléments perturbateurs qui peuvent être des services externes qu'on ne maîtrise pas et qui sont mis à jour, des évolutions des navigateurs, des évolutions des standards d'affichage, vidéo, etc., etc. On peut avoir énormément de variations dans un service. Donc le monitoring en production va permettre aussi de mettre sous contrôle et de s'assurer qu'on n'a pas des consommations de ressources qui sont importantes sur ces sujets. Ici, vous voyez qu'effectivement, on a un device lab, donc avec un certain nombre de devices qui sont prêts, hein, donc des smartphones, des tablettes, etc., qui vont permettre de jouer automatiquement. Donc c'est bien des ressources existantes, hein, c'est pas de l'estimation, mais bien sûr de la mesure réelle, sur lequel on a intégré des wattmètres qui vont permettre de récupérer les consommations d'énergie, mais également toutes les consommations de données, de ressources en général. Et puis on va pouvoir faire varier par exemple des paramètres de type la connectivité liée au réseau, par exemple en faisant varier de 4G à 2G, etc. pour voir comment l'application résiste à une contrainte de ressources côté réseau. Quand on regarde l'analyse derrière, puisque là effectivement on a mesuré, on est passé dans le test cloud, sur l'analyse, et bien là on va pouvoir récupérer des données, on va pouvoir par exemple, on a un outillage que je vous montre après en plus en détail, mais un benchmark des sites et applications web et mobile qui permet, sur un test standardisé, qui n'est pas un test fonctionnel très, très profond, puisque on va juste avoir quelques étapes d'analyse qui sont je charge la page, je la scroll, je la lis, je la mets en background, etc. Eh bien, on va pouvoir avoir très rapidement le score de mes applications en mesure réelle et savoir si je suis bien, pas bien, sur des seuils qu'on a fixés par rapport aux nombreuses mesures qu'on a pu réaliser, pour savoir si on est plutôt du bon côté ou pas, donc sur un score sur 100, qui va permettre de donner une note finalement à une page, à un ensemble de pages, et finalement pouvoir savoir où on se situe finalement au niveau d'une application, bien entendu, mais ici, sur le premier écran, à l'échelle d'un patrimoine applicatif, de se dire, eh bien, sur des applications, je suis plutôt dans le vert, vert foncé, orange, orange foncé, rouge, voire rouge écarlate. On n'a pas mis de noir encore, hein, mais on pourrait imaginer effectivement qu'on puisse suivre son patrimoine de cette manière au niveau d'une organisation. Donc cet éco-score est une manière de pouvoir le faire. Alors on a créé cet éco-score parce qu'effectivement, il était plus facile à comprendre, il intégrait beaucoup plus de choses qu'une projection environnementale qui n'est pas toujours simple, même si derrière, bien sûr, on va parler de projection environnementale également au sein de GreenSpector. C'est basé donc sur une stimulation en 4 étapes.
Et l'idée, c'est effectivement de respecter ces seuils de consommation et des bonnes pratiques. Derrière, on voit un petit écran, j'irai dans le détail après, mais ça permet de voir qu'ici, on va avoir des éco-scores, on va voir où je consomme dans les étapes, et on va voir aussi quelles sont les pratiques que je ne respecte pas. Des pratiques à la fois de résultats, qui sont basées sur des seuils, je ne respecte pas telle consommation, je suis au-dessus en tout cas, et des pratiques aussi qu'on va pouvoir détecter, notamment sur l'optimisation des éléments qui sont échangés sur le réseau. Est-ce que j'utilise du cache? Est-ce que j'utilise de la compression, etc., qu'on va pouvoir détecter sur les éléments de la page. Une autre analyse, et là on va plus en profondeur, donc c'est une analyse de type, ce qu'on appelle nous un AppScan des applications, qui vont permettre à partir des données extraites de GreenSpector de réaliser des tableaux de bord, donc automatisés via des API, qui permettent derrière de réaliser des scores sur des applications ici par étape. Donc on va récupérer un certain nombre d'éléments. Ici, c'est un éco-score qui est basé sur la performance, l'énergie et la consommation de données, qui permet derrière de projeter une performance de performance et de consommation de ressources, et qui permet d'établir un éco-score fonctionnel sur l'ensemble des étapes d'un parcours, là où on va effectivement dans le détail des parcours, et on voit en rouge foncé les étapes qui n'ont pas un bon éco-score, et en vert foncé les étapes qui sont, elles, au contraire, très bien noté et sur lequel il y a probablement moins de levier d'action. Ensuite, l'axe de données, qui est un exemple ici, une extraction de la partie data, va permettre derrière de synthétiser un petit peu sur quelles étapes on a ces problématiques, quelles sont les étapes très fortement consommatrices de données sur l'ensemble de mon parcours, en incluant effectivement toutes les étapes que j'ai pu décrire. Donc chaque étape va contribuer à cet éco-score, et cet éco-score, effectivement, derrière, va être la moyenne algébrique simple de la performance, l'énergie et la data. Et donc, ce qui permet derrière d'avoir un score, de suivre des scores, finalement, associés à ma consommation de ressources et ma performance. Derrière également comme analyse, il y a un moteur de calcul des impacts environnementaux. Donc quand je dis impacts environnementaux, il y a bien sûr les gaz à effet de serre, on a également l'empreinte eau et l'empreinte terre, qui vont être des indicateurs importants qu'on peut suivre avec des modèles de projection très élaborés que nous avons mis en œuvre avec une approche multicritère, donc sur l'ensemble de ces indicateurs-là, en tout cas les 3 premiers indicateurs, une approche cycle de vie, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur l'usage, mais on va projeter la fabrication, etc., un certain nombre d'éléments, sur l'ensemble des phases, qu'elles soient réseau, côté data center ou côté utilisateur. Et on va avoir bien sûr besoin des données, puisque les données, vous les avez vues effectivement chez MyIT Footprint, sur DCScope. Effectivement, on va pouvoir alimenter les moteurs de calcul à travers les données qu'on va pouvoir collecter ou remonter vers les outils comme IT Footprint pour pouvoir finalement agréger ces données et les transmettre via des API de mesure et de calcul, donc de ces impacts environnementaux, pour pouvoir peupler d'autres tableaux de bord extérieurs. L'intérêt aussi de cette méthode, c'est qu'elle est très poussée sur la propagation des incertitudes, puisque c'est souvent un sujet un peu faible, c'est qu'on donne une valeur, mais on a du mal à estimer l'incertitude associée à ces valeurs. Donc ça, c'est un vrai sujet très fort du calculateur de GreenSpector sur ces sujets. Voilà. En synthèse, et avant de vous montrer quelques écrans, la réponse de GreenSpector de la mesure opérationnelle au pilotage des indicateurs environnementaux, elle se fait finalement de 3 manières, elle répond à 3 besoins. C'est piloter des métriques de consommation de ressources, donc que ce soit en phase de prototypage, pour tester quelque chose, en disant tiens, ce composant ou cette fonctionnalité m'a l'air consommatrice, je vais la maqueter. Fabrication, la recette, le monitoring de production, qui vont avoir du sens dans l'usine digitale. On va parler de métriques qu'ils maîtrisent, même si effectivement il y a une projection qui se fait derrière en indicateurs environnementaux. Il est important qu'on puisse donner du sens dans l'usine digitale sur des métriques qui sont perceptibles, connues et faciles à mesurer. Et puis derrière, détecter, réduire les surconsommations. Donc c'est au plus précis dans les étapes des use cases nominaux. Il faut aller là où sont les principaux usages de mon application. On ne va pas tout couvrir, on ne peut pas tout couvrir. C'est une logique un peu de test. On va là l'idée c'est plutôt d'aller où seront les impacts, donc là où on est censé aller souvent. Et bien sûr, avec une précision dans les étapes, puisqu'on peut faire du start and stop dans n'importe quel type d'élément qui se situe dans une page ou un écran mobile, ou pourquoi pas sur un échange de données avec un objet connecté.
Pour maximiser les gains potentiels dans le passage à l'action, c'est bien la stratégie associée à l'outil de décrire ses parcours et de pouvoir aller dans la précision pour pouvoir avoir des leviers d'action. Et puis bien sûr derrière, projeter des métriques mesurées en impact environnementaux, normalisées, puisqu'on se rapproche effectivement des domaines ISO, avec des indicateurs qui sont connus, et de manière fiable, puisque tous ces indicateurs sont projetés sur la base de mesures d'un point de vue utilisateur. Voilà. Je vais passer effectivement à quelques écrans de démo. Voilà. Donc ici, je me retrouve dans GreenSpector. Je suis dans mon patrimoine applicatif qui va me permettre de voir un petit peu où je me situe sur un certain nombre d'applications que j'ai dans mon patrimoine. Donc j'ai quelques métadonnées associées, j'ai des scores, et je vais pouvoir rentrer derrière sur un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de m'améliorer. Donc si ici je prends une petite démo que je vous ai préparée. Ici, on va arriver donc dans l'application sur lequel on va retrouver les éléments que je vous ai partagés tout à l'heure, un EcoScore, qui est la contribution de deux EcoScores, donc network sur un score de ce qui se passe sur le réseau vu côté utilisateur, la partie client resource sur laquelle on va avoir l'impact de la ressource sur mon device utilisateur. Et puis derrière, je vais avoir un certain nombre d'indicateurs que je vais pouvoir configurer pour certains. Je vais pouvoir gérer des budgets, je vais pouvoir gérer des warnings par rapport à des budgets. Est-ce que je dépasse? Est-ce que je suis prêt à dépasser? Donc je vais pouvoir avoir un pilotage de budget associé au périmètre que je vais couvrir. Et je vais pouvoir aussi avoir un petit tableau de bord de résultats. Est-ce que j'ai des tests qui n'ont pas fonctionné? Et ça, c'est plutôt pour avoir des informations sur quelque chose qui serait mesuré mais qui n'aurait pas de sens. Et puis derrière, eh bien, on va avoir, ici, en l'occurrence, on a fait 4 étapes, qui est un test sur étagère, le benchmark, où d'abord on mesure la référence, ensuite on va mesurer une phase de chargement de la page, ensuite on est sur une phase de lecture, j'affiche la page mais je n'ai pas d'interaction avec, et une phase de scrolling et également d'idle background, c'est-à-dire qu'on met la page en background et on ne la regarde plus, pour savoir si elle continue à consommer. Donc là on voit tout de suite, par les couleurs et les valeurs, qu'on a des éléments qui sont... on va dire la phase la plus consommatrice ici, et cette partie qui est plutôt effectivement sur le chargement. Mais on a aussi un scroll qui est dans le orange et sur lequel il y a probablement des questions à se poser. Et puis derrière, on va avoir, ici sur cet aspect-là de la page, on va avoir un ensemble de métriques de network qui contribuent au score, puisque effectivement vous voyez ici le score qui est réalisé et de quelle manière finalement chaque élément va contribuer au score. Par exemple, ici, quand je regarde l'ensemble des sujets, on va avoir par exemple la compression des assets qui n'est pas forcément bien fait, sur lequel on peut se poser des questions, puisque j'ai pas mal d'assets qui peuvent être optimisés. Donc j'ai le détail, je peux effectivement rentrer dans l'action si je souhaite travailler le sujet. J'ai aussi un grand nombre de fichiers CSS que je vais pouvoir identifier qui probablement voilà, sont en tout cas des points d'attention. Comment je gère le cache header? Est-ce que je fais des requêtes qui ne vont pas avoir d'intérêt sur mon application, etc., etc. Donc ici, je vais avoir un certain nombre d'éléments qui vont me permettre ici d'agir, le nombre de requêtes, voilà, etc., etc. Donc j'ai une analyse qui me permet de dire, voilà, j'ai des points rouges, j'ai des points de difficulté. J'ai aussi quelques éléments qui contribuent pas à la note, mais qu'on a mis en avant, c'est est-ce que j'ai des régressions ou des diminutions par rapport à la version précédente. Donc ici, j'ai des éléments, pendant la phase de loading ou d'idle, eh bien, je vais avoir une augmentation de la donnée data qui a augmenté entre ma version précédente et ma version actuelle. Donc c'est là où effectivement je peux avoir bien sûr un travail derrière où je peux aller dans le détail. J'ai un onglet metteur qui va me permettre de voir les mesures dans leur précision. Par exemple ici je peux rentrer, j'ai fait plusieurs mesures, je peux m'assurer que j'ai pas une trop grosse déviation dans les mesures. Donc ici j'ai 1,5% de déviation sur le device sur lequel j'ai mesuré, ce qui est faible, et en tout cas, mais qui fait partie de la marge d'incertitude. Et derrière, je vais pouvoir afficher des métriques qui vont me permettre de faire des analyses de corrélation simples, visuelles, qui vont me permettre de dire, tiens, est-ce qu'il y a une corrélation entre ma data, est-ce que j'ai une corrélation avec ma consommation de CPU et l'énergie consommée. Donc ici, on voit que la consommation de CPU et la consommation d'énergie ont une corrélation assez forte.
On remarque aussi que par exemple, la data, eh bien, elle prend pas mal de temps à être affichée, puisque jusque 8 secondes à peu près, on a énormément finalement, on espère un chargement rapide pour les échanges réseau et pour éviter de consommer par exemple de la cellule radio sur un smartphone, voilà, pour faire les échanges de données. Et en fait, ici, on voit que la cellule radio est fortement sollicitée. Et ça fait partie des pratiques qu'on peut peut-être améliorer en réduisant par exemple le nombre de requêtes et surtout en les groupant. Voilà, donc ici on va avoir des indicateurs visuels qui vont être un peu la représentation des éléments qu'on a mis en lumière dans le scoring, et on va pouvoir derrière se constituer un certain nombre d'éléments, par exemple de gestion des objectifs qu'on se fixe sur l'ensemble de ces phases. Ici je n'ai que mes 4 phases techniques, mais je vais pouvoir ici me poser des questions sur les objectifs que je veux atteindre par rapport à ça, pour pouvoir être alerté, pour pouvoir avoir des informations sur là où je me situe. Et est-ce que je dévie, est-ce que je me rapproche du budget que je me suis fixé, ou est-ce que je le dépasse, etc., etc. Je vais aussi avoir ici, j'ai 3 versions que j'ai à ma disposition, puisque j'ai mesuré cette même Home, qui est une page web ici pour mon site. Je l'ai mesuré à 3 moments. On voit qu'effectivement, sur l'ensemble des métriques qui sont concernées, je vais avoir un certain nombre d'éléments. Il y a un micro qui est ouvert, pardon. Ouais, Thierry, il reste 3 minutes. 3 minutes, si on peut laisser un peu de place aux questions-réponses. Eh bien, j'avais fini. Ouais, parce que c'est pour ça que je me suis permis d'ouvrir le micro. On a déjà répondu un peu aux questions-réponses sur le chat, là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a plus d'autres questions. Il y a un petit peu d'écho parce que quand il y a En tout cas, je pense qu'il faut retenir, c'est que si on reprend l'introduction, il faut agir sur le numérique, ça c'est clair. Là, vous avez 3 solutions qui sont opérationnelles et complémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à les tester. Il faut avancer sur ce sujet-là. On est là pour vous accompagner sur cette démarche qui est nécessaire et qui maintenant, il est plus temps d'attendre en fait. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus avec Thierry. Il y a beaucoup de tergiversations. Maintenant, il faut agir et je pense qu'on est tous convaincus de la nécessité d'agir. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 2 minutes, on en profite. Non, je ne sais pas si Mathieu, Thierry, vous voulez compléter. Je ferme mon micro pour pas que ça résonne. Alors, moi j'ai vu une question que je reformule. Est-il possible de pondérer le scénario de test en fonction des parcours utilisateurs les plus utilisés? Donc l'idée de prioriser les chantiers de transformation en fonction de l'impact réel. Alors dans l'outil, on n'a pas de pondération qui existe en disant voilà l'impact directement sur la mesure. Par contre, quand on va faire des projections d'impact, on va forcément croiser avec du trafic, on va forcément croiser avec du temps lié au scénario, donc le temps qui va être, par exemple, si on a mesuré sur 1 minute un scénario, mais qu'on sait que le scénario est plutôt répété plusieurs fois ou est répété, dure 2 minutes, on va forcément croiser avec ces données qui sont des données de trafic, soit existantes parce qu'on les connaît, soit de projection parce qu'on se projette sur cette projection pour calculer l'impact. Il n'y a pas de priorisation dans l'outil de mesure. Par contre, forcément, on va l'avoir quand on va l'intégrer dans le modèle de projection des impacts environnementaux. L'objectif est bien quand même de prioriser, bien sûr, cet aspect pour ne prendre en compte que les tests qui ont vraiment du sens au regard des impacts. Donc ne pas aller sur des tests qui sont des cas d'exception, qui sont des cas qu'on n'emprunte pas souvent, qui sont là où on a peu de volume et peu d'impact. Donc forcément, en amont, dans l'usage de GreenSpector et la méthodologie qu'on donne pour accompagner le produit, c'est qu'il faut vraiment aller chercher les cas nominaux, les cas les plus importants de l'usage, parce que c'est là que sont les impacts. Je vois qu'il y a une autre question qui est plutôt pour toi, je pense, Thierry. Combien de temps devrait-on y passer par mois à cette activité de monitoring? Sachant que côté EasyVirt, le monitoring, il est en temps réel et dans la durée. Donc là, c'est plutôt sur les cas, je pense.
Je ne sais pas si tu as quelque chose sur ce point-là, Thierry. Et pardon, je pensais avoir allumé mon micro. Oui, sur l'activité de monitoring, le fait, surtout, c'est de passer du temps sur. Alors, soit on est déjà sur quelque chose d'optimisé et on souhaite garder le contrôle, et dans ce cas-là, le monitoring il est plutôt là pour s'assurer qu'on n'a pas de dégradation. Soit on est dans une logique d'amélioration continue qu'on visualise aussi en production, et dans ce cas-là, on doit voir les gains qu'on a obtenus par rapport à des actions qu'on a lancées et qu'on doit aussi mesurer en production. Donc le temps qu'on doit y passer, il dépend. Si c'est sous contrôle, on a juste un check à faire pour se dire c'est sous contrôle. Et donc je peux me faire des alertes, je peux effectivement faire en sorte que tout ça ne soit que par exception. Par contre, derrière, si je suis sur une logique d'amélioration, bien effectivement, derrière, je dois m'assurer, je dois peut-être aller dans le détail de la mesure pour si finalement le gain obtenu n'est pas celui que j'attendais. Donc après, c'est une analyse plus fine en fonction de la situation. Mais forcément, c'est plutôt par exception, je dirais. Et donc, c'est d'avoir les outils qui sont prêts avec, d'une certaine manière, la capacité à n'envoyer que les exceptions pour éviter de passer trop de temps et plutôt la passer sur l'analyse que sur la détection. Ok, ce que je vous propose, c'est d'arrêter. Il y a peut-être d'autres questions. Et si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On vous enverra un petit mail récap. Et puis, l'objectif de pouvoir retrouver cette vidéo donc, en ligne, si vous voulez la partager avec d'autres personnes. Et du coup, voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions qui n'auraient pas été posées en séance. Et n'hésitez pas surtout à nous contacter pour effectivement derrière, eh bien pourquoi pas passer à l'action, puisque c'était bien la thématique aujourd'hui. Il y a des outils existants et voilà, on est à votre disposition en tout cas pour les implémenter, les mettre en œuvre avec vous et puis bien sûr tous ensemble réduire l'impact environnemental du numérique. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci encore. N'hésitez pas.